c'est plus que du capital machine. À l'origine, c'est du capital argent. Et entre le capital argent et le travail, celui des deux qui accédera à la domination, c'est celui qui peut attendre le plus longtemps en se passant de l'autre. Et alors à ce jeu-là, le résultat des courses est connu d'avance. La force de travail, elle a besoin de becqueter tous les jours. Le capital, lui, il peut attendre. Alors, par après, vous avez toute la grande machine du droit va se mettre en branle pour venir consacrer et durcir cet état de fait. Mais à l'origine, c'est ça. Donc, si vous voulez, on peut comprendre la rupture de symétrie entre le capital et le travail, mais comprendre, ça n'équivaut pas à justifier. Demeure toujours aussi injustifiable l'empire de la propriété sur la production, le pouvoir des propriétaires ou de leurs délégués sur les producteurs. Et là, il faut apercevoir ce qu'il y a d'inhabituel dans cette chose-là qui nous paraît si habituelle. Et pour ça, si vous voulez, je voudrais prendre un instant pour revenir en amont, mais au problème de la constitution des collectifs de production. Mais en reformulant le problème de la manière la plus simple et en même temps la plus générale possible. Sur ce sujet-là, le discours libéral, alors, est tout à fait catégorique. C'est le discours de l'entrepreneur et de la légitimité de celui qui entreprend. Bon, la grande question est la suivante. Jusqu'où s'étend la légitimité de celui qui entreprend? Et en particulier, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la légitimité de commander ceux qui entrent dans son entreprise? Le discours libéral dit oui sans la moindre hésitation. Mais ceci n'a rien d'évident du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. Ça c'est très bien d'avoir envie de faire un truc, mon bonhomme. Et surtout, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Si c'est ça la liberté d'entreprendre, moi je suis tout à fait pour. Donc l'entrepreneur est un gars qui a un désir de réalisation de choses. Sauf que c'est son désir à lui. C'est son affaire à lui. Donc, qu'il le fasse tout seul. Qu'il le fasse par ses propres moyens, s'il le peut. Alors là, vous voyez que les choses commencent à se compliquer. Parce que, supposez vous voulez créer une entreprise de vente de papillons. Bon, ça c'est très bien. Aller à la chasse aux papillons, on peut y aller tout seul. Donc on n'a besoin de personne. Vous voulez créer une entreprise de génie civil, ça va devenir plus compliqué. Tout seul, à la rigueur, vous arriverez à monter un muret. Mais si vous voulez passer à l'étape au-dessus parce que l'ambition vous vient et que vous voulez attaquer les ponts suspendus ou les centrales nucléaires, vous allez avoir besoin de monde. Alors, c'est exactement à ce moment-là que les choses basculent et que tout change. Les choses basculent à partir du moment où vous n'êtes pas capable de satisfaire tout seul votre désir de réalisation et où vous avez besoin du concours d'autres personnes. Et alors là, la question est la suivante. Comment faire entrer d'autres personnes dans votre désir à vous? La réponse capitaliste est très simple et tranchante. C'est l'enrôlement. Et l'enrôlement, il a même un nom dans le capitalisme. Ça s'appelle le rapport salarial. Alors que toute notre époque se gargarise avec ces nobles principes philosophiques, qui sont d'ailleurs ceux du libéralisme même, qui proclament l'égalité en droit. L'égalité en droit et en dignité de tous les individus. Or, le rapport d'enrôlement salarial, qui est un rapport asymétrique, d'obéissance contre monnaie, c'est tout sauf un rapport égalitaire. Alors, comment notre époque parvient-elle à se dépêtrer de cette contradiction béante entre, d'une part, des principes politiques qui proclament l'égalité, égalité en droit, mais surtout égalité en participation aux affaires collectives, et d'autre part, des formes d'organisation économique collective qui bafouent ouvertement ces principes? Eh bien, la réponse est qu'elle n'y arrive pas. Alors, il faut l'aider un peu, la pauvrette. Je veux dire, comment faire pour l'aider à remettre d'équerre ce qui est ici notoirement bancal? La première des choses pour rétablir un peu de cohérence dans ce foutoir intellectuel, c'est de réaffirmer le caractère fondamentalement politique de toutes les formes de vie collective, et ceci quel que soit leur objet. Une communauté familiale, c'est une communauté qui a une part politique. Dans la famille, il y a des rapports de pouvoir, il y a des équilibres de puissance. Une communauté de macramé sur le Cosméjean ou sur le Larzac, c'est une communauté qui a sa politique. De même pour un collectif d'artistes. Eh bien, de la même manière, les collectifs productifs qu'on appelle des entreprises sont des communautés politiques. Alors ça a l'air de rien, ça. Et en même temps, ça commence à déblayer sacrément le terrain. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on reconnaît aux collectifs productifs qu'on appelle encore provisoirement les entreprises, si on leur reconnaît leur caractère politique, alors on peut y importer tous les principes qui sont en vigueur dans l'ordre politique tel qu'on le conçoit classiquement. Et notamment le principe de l'égale participation de chacun aux affaires communes. Et c'est ça le point décisif. Et alors on peut le faire en disant ceci. D'une entreprise, il serait exagéré de considérer qu'elle est une chose publique,
au plein sens du terme public. On ne peut pas la dire une chose publique parce qu'elle est trop limitée en nombre et en finalité. Ça concerne trop peu de personnes pour des finalités trop étroites. En revanche, on peut incontestablement dire d'elle qu'elle est une chose commune. C'est la chose commune de ceux qui y travaillent et de ceux qui la font vivre. L'entreprise, donc, n'est pas une chose publique. En latin, res publica. Elle n'est pas une république. En revanche, on peut dire qu'elle est une chose commune, une res communa, une ré commune, si vous me passez ce néologisme étymologiquement fondé. Et dire que l'entreprise est une ré commune, c'est pas seulement se donner le plaisir d'un jeu de mots, si vous voulez, c'est se donner la possibilité de faire jouer toute une série d'associations d'idées et d'en conclure logiquement que si, en principe, j'insiste sur en principe parce que je sais ce qui sépare les principes de la réalité aussi, si en principe la démocratie est reconnue comme la seule forme admissible de vie de la République, eh bien, de la même manière, elle devrait être considérée comme la seule forme admissible d'organisation des ré-communes productives. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça ? Ça veut dire que là où dans l'entreprise capitaliste, la participation politique est entièrement indexée sur la participation financière, le droit à la parole découle de la propriété financière, je veux dire pour avoir voix au chapitre, pour se prononcer sur le devenir de l'entreprise, pour dire quelle direction elle va prendre, ce que seront l'emploi, les salaires, les conditions de travail, les localisations ou les délocalisations. Il faut être un actionnaire. Eh bien, à l'encontre de ça, dans l'entreprise récommunale, la participation politique revient exclusivement et sur une base de partage égalitaire aux salariés, à ceux qui travaillent. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train d'inventer l'autogestion, là, comme vous êtes là, Frédéric Lordon ? Eh bien, très honnêtement, je crois que j'ai redécouvert le fil à couper le beurre. Bah oui. Mais c'est exactement ça, je veux dire, c'est comme ça que ça s'appelle. On peut l'appeler autogestion, récommune, récommunalisme, récommunisme, communisme tout court. Parce que, à l'origine, le communisme, c'est pas cette espèce de chose qui a été défigurée sous le nom plus exact de socialisme réel.